Mesdames et messieurs, bienvenue. Samedi, c'est un nouveau numéro. C'est un plaisir de vous retrouver. Le débat, il est aujourd'hui minier. Le débat, il est minier. Je vais faire de mon mieux, vraiment de mon mieux pour ne pas prendre position. C'est vrai, parce que cette question, elle est difficile, hein, très difficile. Mais j'essaierai un peu, à mon avis, de faire comment on appelle, une analyse générale sur tous les documents. Là déjà, nous avons le maximum qui parle Yuma recadre Ngoï Mushila. Le négociateur parle de Moïse Katumbi qui s'écarte de Jean-Pierre Bemba. L'objectif se penche sur la vérité des urnes. Fridolin Ambongo lâche Martin Fayulu. Eh bien, permettez-moi, messieurs et dames, de vous présenter un document. C'est un document qui va peut-être m'aider à réfléchir, hein, avec vous aujourd'hui. C'est le document d'un Congolais qui s'appelle Raphaël Ngoï Mushila. Il est ingénieur et mandataire en mine. Et ce document a été écrit en septembre. C'est le deuxième document que l'homme a publié. Il est congolais, d'origine congolaise, il faut dire. Il a la nationalité congolaise. Contrairement à ce que j'entends, il serait américain, il serait anglais, il serait... Non, c'est un Congolais. C'est un Congolais qui a été dans les mines pendant très longtemps. Il a été le premier, si pas parmi les premiers, à dépasser les assignations. À dépasser les assignations. Et son témoin, ce monsieur Matata Mpogno, à qui il a donné, à qui il a remis un dépassement des assignations de près de, en tout cas, un pourcentage très élevé. Je parlerai de lui. Mais en même temps, il y a aussi monsieur Yuma qui a finalement publié un document qui se trouve dans mon téléphone. Je vais essayer un peu de lire la réplique de cette histoire. Mesdames et messieurs, entre Yuma et monsieur Ngoï Mushila, qui a raison? Le problème ici, c'est de savoir, il n'y a pas de problème, il n'y a pas une question de voir qui a raison ou qui a tort, mais beaucoup plus une question de savoir est-ce que les faits vont dans le sens de qui. C'est ça le problème. Parce que il faut que je remette les choses en place. Ngoï Mushila n'est pas demandeur du poste au niveau de la GECAMINE. Il ne demande pas de devenir DG de GECAMINE. Il ne demande pas même de redevenir ingénieur à la GECAMINE. Ce n'est pas ce qu'il veut, vraiment. Mais Ngoï Mushila se met dans la logique de quelqu'un qui regarde ce géant minier devenir un nain minier, selon lui, M. Ngoï. Alors que M. Yuma considère le fait que M. Mushila est simplement une marionnette des Blancs, ou on va dire des Occidentaux, sinon des impérialistes. Ceux-là qui veulent attaquer la souveraineté du Congo, ils passent par M. Mushila. Comme il est ingénieur, on utilise son intelligence pour finalement tromper l'opinion. En fait, c'est ça, d'une façon générale. Vous entendez la réplique de M. Yuma. Sa réplique repose sur le fait qu'on est un pays souverain. Le code minier a été modifié dans l'intérêt des Congolais. Ce n'était pas dans l'intérêt des autres, alors qu'à l'époque, c'était plutôt les Américains et les autres. C'est eux qui avaient possession de nos mines. Ils pouvaient déterminer ce qu'ils voulaient. Mais en tout cas, avec le code minier, ça donne la possibilité aux Congolais de se réapproprier de leur sol et de leur sous-sol. Bref, de tous leurs minéraux. Mais lorsque vous entendez Ngoï Mushila, pour lui, ce n'est pas le cas. Pour lui, la GECAMINE organise sa propre destruction. La GECAMINE organise sa propre destruction et elle ne veut pas évoluer. Elle est devenue une sanctue, on va dire, hein, une sanctue nationale. Alors, le journal qui écrit, le journal répond ceci. Mais mesdames et messieurs, vous allez me permettre de d'abord d'élaguer certaines confusions. Moi, en tant que journaliste, mais surtout congolais, d'abord avant tout, j'ai le devoir de vous dire la vérité. Je trouve ça immoral, enfin alors très immoral, de défendre une cause justement parce que vous avez de l'argent ou parce que vous avez été soudoyé. Je trouve ça immoral. Alors, vraiment immoral. Mais de mon point de vue, je trouve aussi dangereux que les minéraux du Congo ne profitent pas aux Congolais. Je trouve ça aussi dangereux et suicidaire. Je peux même parler de l'immoralité aussi. Si nous sommes des Congolais, c'est parce que nos ressources doivent d'abord nous profiter à nous, en premier, après les autres. Donc, de tous les deux côtés, nous devons remettre les choses à leur place. Il y a des considérations. À chaque fois que le Congolais
Ça, parce que cette réplique de la souveraineté, il faut dire aux gens la vérité. À tout moment que les Congolais se sentent coincés, ils sortent toujours la carte de la souveraineté. À chaque fois. On a été habitué avec ça à l'époque de Kabila. On était habitué avec ce langage, avec cette expression souveraineté, souveraineté. On utilisait la souveraineté justement pour masquer beaucoup de choses. Quand la communauté internationale nous demandait un peu de respecter les droits fondamentaux, on disait non, c'est des limitions. Mais quand nous, on était en train de demander qu'on nous aide à faire le pont, à faire le caniveau, à curer nos propres caniveaux, là, c'était normal, c'était la mondialisation. Mais quand il faut qu'on vous demande de respecter quelques normes, non, ça c'est la souveraineté, vous attaquez la souveraineté. Non, il y a la souveraineté qui est prononcée, qui est simplement proclamée, ça n'a rien à voir, on a besoin d'une souveraineté assumée. Nous devons assumer notre souveraineté, c'est ça qui est le plus important. À lire le journal, j'ai soulevé quelques points. Mes frères et sœurs et chers Congolais, on parle du code minier. Je dois vous dire la vérité. Le code minier n'est pas forcément pour le Congolais. Je peux l'affirmer sans être contredit. Sauf par les fanatiques et par ceux qui veulent raconter ce qu'ils veulent raconter. Mais le code minier tel qu'il a été conçu, ce n'était pas dans le but de créer la richesse au Congo. C'est faux et archi faux. C'est un truc politique qui a été fait parce qu'ils estimaient que les Américains, ou c'était un truc, un code qui ne profite pas forcément aux Occidentaux, mais profiterait beaucoup plus aux Orientaux. Parce que regardez, aujourd'hui, les dépôts de nos minéraux vont pour la plupart des cas, pas toujours, hein, pour la plupart des cas, en Asie. Et ce sont les Chinois, les Asiatiques qui se retrouvent dans la plupart des cas dans nos mines. C'est vrai, les Américains se trouvent aussi, les Anglais, les Allemands, les Canadiens, ils se retrouvent aussi. Mais en plus, il faut dire que les Chinois sont beaucoup plus nombreux que les autres. Ou les Asiatiques sont beaucoup plus nombreux que les autres. Ils sont derrière les entreprises congolaises, ils sont eux-mêmes en avance. Bref, on est dans une sorte un peu de désordre comme ça. Mais le code minier est-il bon ou mauvais? Ça, je ne pourrais pas vous le dire. Je ne pourrais pas vous dire qu'il est bon ou il est mauvais. Mais tout ce que je sais, que la correction a été faite, pas dans l'idée de préserver les intérêts du peuple congolais, mais parce qu'il y avait un désaccord. La genèse de ce code, et surtout de la révision de ce code minier, c'était la réplique à l'époque de M. Kabila contre ces autres-là, qui étaient hier ses alliés, mais parce qu'il y a eu un petit souci, ils ne s'entendaient plus, eh bien ils ont trouvé un moyen pour contraindre ces gens-là à partir et à laisser les mines, à laisser les secteurs entre les mains des Orientaux qui sont là jusqu'aujourd'hui. Donc, déjà, le débat du code minier pour dire non, quand j'entends certaines personnes dire non, les Anglais et les Américains ils exploitent nos minéraux, ils financent les guerres, ainsi de suite. On sait tous que ça, c'est bidon. L'affaire, elle est ailleurs. L'affaire n'est même pas au niveau du code minier. L'affaire, elle est ailleurs. L'affaire n'est pas au niveau du code minier. Les groupes armés existaient avant ce code minier, avant cette révision du code minier. Donc, on ne peut pas tenir cet argument pour dire que c'est à cause de ça. Non, nous ne connaissons pas les guerres aujourd'hui. Ça fait plus de 30 ans, ou disons plus de 20 ans, qu'on est en train de vivre des histoires à l'est du pays. Avant même le code minier de 2002. Avant le code minier de 2002, on avait des problèmes au niveau, à l'est du pays. On avait des problèmes de minerais. Après le 2002, on a eu encore des problèmes de guerre et tout ça. Donc ce n'est pas un argument qui tient. Il faut mettre ça de côté. Mais là où le code peut sembler être bien, parce que le code s'ouvre un peu aux Congolais, s'ouvre un tout petit peu aux Congolais. Mais c'est le circuit, c'est sur le terrain que les choses se compliquent. Le code énonce d'autres principes et sur le terrain, nous vivons le contraire finalement. Le code aspire ou veut à ce que le Congolais intègre le marché, mais la pratique sur terrain, c'est le contraire totalement. On sent que la pratique, le terrain est hostile aux Congolais, mais il est beaucoup plus doux avec les autres. C'est ça un peu le contraste entre les aspirations du code et la pratique sur terrain. Donc, il fallait aussi, pour faire comprendre aux Congolais ça, élaguer ça aussi. Deuxième chose, voici ce qu'un professeur dit. Bon, du moins le journal le présente comme un professeur. Il dit ceci. C'est cette courageuse position en faveur des intérêts nationaux de son pays qui est à la base de la déstabilisation de Kabila par les milieux d'affaires occidentaux. Ici, cet aspect des choses, croyez-moi sur parole, c'est faux. M. Kabila s'est lui-même embourbé dans sa politique. Aujourd'hui, je ne parle pas de lui pour reprendre tout ce qui a été comme cimetière de Kabila.
C'est le social du Congolais, l'absence d'une vision politique exacte, c'est l'absence de la politique étrangère, l'absence d'une vraie politique étrangère, d'une vraie politique intérieure, l'insécurité à l'Est, la non-maîtrise de beaucoup de choses. Bref, il a lui-même été embourbé dans plusieurs choses qui lui ont empêché de s'en sortir. Donc, ce n'est pas la déstabilisation des Kabila ne vient pas de l'étranger, la déstabilisation des Kabila vient du peuple congolais. Parce que ce n'est pas les étrangers qui ont dit non à Kabila, c'est le peuple congolais qui a dit non à Kabila. Et ce peuple a dit non pourquoi? Parce que ce peuple avait faim, ce peuple avait peur, ce peuple vivait dans le noir, sans eau, sans route. C'est ça les éléments importants qu'il faut dire. C'est vrai, ce n'est pas dans l'absolu, je ne présente pas le Congo comme un enfer. Mais je dis, pendant 17 ans, on aurait pu faire mieux que ce qu'on a eu là. Donc le peuple congolais qui était très fâché, qui était très monté, qui n'avait absolument rien, c'est ce même peuple-là qui était contre Kabila. D'ailleurs, Kabila n'avait pas des opposants forts. Non, pas du tout. Kabila avait une opposition soumise, une opposition affamée qui était prête à être débauchée à tout moment. Mais ce que Kabila n'a pas pu faire, Kabila n'a pas pu débaucher le peuple. Il ne pouvait pas débaucher le peuple. Il a débauché des opposants, mais le peuple ne pouvait pas le débaucher. Parce que la seule façon pour débaucher les peuples, c'est de lui construire des routes, c'est de lui construire un logement normal, c'est de lui donner à manger, c'est de lui payer son salaire, c'est de protéger sa sécurité, lui donner accès à la santé, accès à l'éducation. C'est ça qui fait en sorte que le peuple soit, si vous voulez, le terme de débaucher. Donc vous pouvez beau débaucher les opposants, mais tant que le peuple sera dans la faim, tant que les conditions de vie du peuple ne vont pas changer, eh bien rassurez-vous d'une chose, vous resterez toujours à être déstabilisé. Donc la déstabilisation de M. Kabila ne vient pas de l'Occident, cette déstabilisation vient du peuple. Le contrat social qu'il a lié avec le peuple, lui, il n'a pas respecté ce contrat social. C'est comme ça qu'il faut présenter les choses, arrêter de tromper les gens inutilement à la télévision pour chercher à vous victimiser. Ce n'est pas une bonne chose. Donc déjà, ce professeur s'est trompé énormément. Ce n'est pas les étrangers qui ont déstabilisé, c'est lui-même qui s'est déstabilisé parce qu'il ne savait pas comment on peut gérer un pays. Confie au maximum ce professeur de géopolitique de l'Université pédagogique nationale de Kinshasa qui ajoute que les mêmes pressions sont exercées sur le nouveau président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la décision de conclure un accord de coalition avec son prédécesseur a été une très mauvaise nouvelle pour ces vautours qui ne rêvent que de revenir à l'ancienne situation lorsqu'ils pouvaient exploiter à vil prix, presque sans contrepartie, les riches potentialités congolaises. Monsieur le professeur, je ne sais pas de qui êtes-vous réellement, mais excusez-moi de vous le dire, ici encore vous avez trompé. Vous avez encore menti les peuples, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Si les Américains sont contre ils font la pression sur Félix par rapport à l'alliance avec Kabila, ça n'a rien à voir avec les mines. Ça n'a rien à voir avec les mines. Ça a à voir avec la gouvernance meurtrière, la gouvernance scandaleuse, la gouvernance honteuse portée par M. Kabila. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Les gens disent que c'est pas normal qu'un monsieur qui était dans l'opposition, qui prônait un état de droit, va faire une coalition avec quelqu'un qui était dans un état de non-droit, dans un état d'injustice, dans un état de prédation, dans un état de dilapidation des ressources, dans un état de gabegie financière comme une norme, dans un état d'enrichissement illicite, dans un état d'enrichissement facile, dans un état de perte de contrôle, dans un étang au lieu d'un état. Alors, c'est en fait ça le problème. Et quand on demande à M. Félix Tshisekedi soit de s'émanciper ou de rompre les relations, parce que les gens voient l'impossibilité d'une coalition comme ça. Parce que les démons et les anges ne peuvent pas se mettre ensemble. Quoique, il n'y a pas le démon de l'autre côté, pas les anges de l'autre côté, mais je peux vous dire, le mauvais et le bien ne peuvent pas se mettre ensemble. Le ténèbre et la lumière ne peuvent pas se mettre ensemble. Le fils du chaos et le fils de la construction ne peuvent pas se mettre ensemble. Le constructeur, le bâtisseur et les destructeurs ne peuvent pas se mettre ensemble. Parce que le travail du bâtisseur ne réussira jamais parce qu'il bâtira et l'autre détruira. C'est ça l'impossibilité. Disons au moins dans la vérité aux Congolais. Ça ne nous coûte rien. Et le dire ainsi, vous n'êtes pas pour, vous n'êtes pas contre. Mais vous dites les faits. Il ne faudrait pas que les scientifiques ou les autres professeurs, je ne sais pas moi, qu'ils disent des choses qui vont à l'encontre du vécu de tous les jours. Parce que ce que nous vivons ici, nous sommes en train de vivre l'impossibilité de ce mariage. Et tout le monde est au courant de l'impossibilité de ce mariage. Vous entendez les menaces par-ci, les menaces par-là. Vous entendez? Est-ce qu'on est dans une... C'est comme ça qu'on vit dans une coalition? Est-ce que c'est comme ça qu'on vit dans une coalition harmonieuse? Celui qui a dit à M. Kabound de dire qu'ils vont apprendre à nager au fleuve Congo, c'est les États-Unis? Est-ce que c'est la France qui a demandé à M. Kabound de le dire ainsi? Ou M. Kabound le dit en fonction des frustrations qu'il a, qui vient parfois de l'indélicatesse ou de l'immaturité du FCC?
Est-ce que c'est l'Angleterre ou la Chine qui a demandé à M. Chadari de venir dire à la télévision que le Congo appartenait à Kabila? Est-ce que c'est eux qui l'ont demandé? Non, arrêtez de nous dire quoi que ce soit sur la question. Le divorce, disons, l'instabilité, c'est l'immaturité des uns et des autres. Non, c'est l'immaturité des uns et des autres. C'est des gens qui ne veulent pas préserver les acquis d'une alternance difficilement obtenue. Et ça, il faut être vrai pour le dire. Malheureusement, tout le monde abonde dans le sens où il pourra avoir un peu de moyens, il pourra avoir un peu d'argent, tout le monde va dans ce sens-là. Heureusement, au Congo, il y a encore des gens à qui on ne peut pas payer pour raconter des choses. Je continue dans mon analyse. Donc, vous vous rendez compte que c'est faux ici. Qu'est-ce que les Américains disent à Fachi, par exemple, au sujet des mines? On lui a dit ceci. Monsieur le Président, c'est contraire à la morale, contraire au bon sens, que vous soyez un dépôt minier le plus important, mais que sur votre sol, qu'il n'y ait pas d'usine, qu'il n'y ait pas de projet de développement chez vous-même. Et que pour aller acheter les mines raffinées, ce n'est plus chez vous. Vous avez les dépôts, mais les raffineries, vous n'en avez pas. Vous avez les pétroles, mais les raffineries, vous n'en avez pas. C'est contradictoire. C'est contradictoire. Comment voulez-vous que les cobaltes, les cuivres, soient finalement viennent de chez nous et font le déplacement du Congo vers la Chine, et c'est là qu'on trouve les raffineries les plus industrielles ou les raffineries au point, à la pointe de la technologie en Chine. C'est quand même pas possible. Et les États-Unis, il est vrai que ça parle aussi pour eux, pour leur compte. Ils demandent à Félix Tshisekedi de revenir avec certains accords. Et quand Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, il a dit. Donc il ne subit pas une pression. Non, pas du tout. Il ne s'agit pas d'une pression ici. Si pression doit-il avoir, il doit y avoir la pression au niveau du peuple congolais. Est-ce que vous savez que la Chine aujourd'hui produit 62% de cobalt dont ils n'ont pas les richesses, ils n'en ont pas chez eux. Ils ont 1% seulement dans leur sol. Alors que nous en avons 75%, ça veut dire la réserve du monde. Mais nous faisons un effort de ne pas produire plus de 5%. C'est la Chine qui produit 63%. Donc, à la où vont les choses, l'Amérique sera obligée, au lieu de passer par chez nous, passera par la Chine. Pourquoi c'est nous qui avons les minéraux, le marché se trouve en Chine? C'est des questions simples. Vous n'avez pas besoin d'aller réfléchir un peu plus loin, non. Ici, vous n'avez pas besoin d'être pour ou d'être contre. C'est vous qui avez le produit chez vous. Mais comment le marché se trouve ailleurs? Et qui paye pour les dividendes de marché? Qui paye? Qui est présent à la scène internationale? Qui tire les dividendes? C'est eux qui tirent les dividendes. C'est eux qui tirent les dividendes. C'est pas possible que nous ayons les cobaltes depuis la nuit des temps chez nous, mais que nous n'ayons pas des usines de production de cobalt, de raffinerie de cobalt. Pourquoi les minéraux doivent quitter chez nous en état pur? Pourquoi ça doit quitter chez nous en état pur? Et si on vous montre les images, comment le cobalt part du Congo, vous allez pleurer. Bon, on peut raconter aux autres, vous savez, il y a des gens qui racontent à la télévision, ils racontent leur vie. Ils ne sont jamais allés là-bas. Ils ne sont jamais allés là-bas. Moi, j'ai eu le privilège d'aller à Lubumbashi. Et j'ai passé les images, vous avez vu. Nous étions jusqu'à la Gécamine avec ma petite caméra. On était allé jusqu'à la Gécamine. Vous avez vu à quoi ça ressemblait? Mais c'est pratiquement un mouroir, il faut dire la vérité. C'est pratiquement un mouroir. Nous étions là, vous avez vu. Et vous avez vu autour de Gécamine ce qui arrive aux Congolais. On a filmé, vous avez vu la pollution dans les rivières. Les images sont encore là. J'aurais aimé, si c'était dans une autre émission, peut-être qu'on ferait un documentaire sur le Katanga. J'ai même intitulé l'émission en question « Les larmes du Katanga ». Souvenez-vous. Et ça va porter le nom de mon documentaire. Je vais faire un documentaire sur le Katanga, sur les mines de Katanga. J'ai été à Kasumbalesa. J'ai parlé à des gens qui vivent dans ces secteurs. J'ai parlé à des gens qui sont là en train de voir comment les minerais passent chaque jour. Et vous avez vu des tracts et des tracts. Et c'est là qu'on apprend que ces minerais partent dans leur état naturel, s'il vous plaît. Naturel. C'est donc une composition de la boue, de l'humidité. C'est ça qui part. Et c'est nous qui payons pour ça en plus. Nous payons pour l'humidité, nous payons pour l'eau. Est-ce que vous pouvez imaginer? Nous payons pour l'humidité, nous payons pour l'eau. Et puis encore, ces entreprises, en principe, devraient même être, le transport devrait être congolais. Les transports devraient être congolais, auquel cas, l'ONATRA pouvait s'en sortir et les autres secteurs de chemins de fer pouvaient s'en sortir. Mais non, là, c'est donné encore une fois au privé.
Ce sont les privés maintenant finalement qui font le commerce comme ça. Et nous allons nous contenter que la taxe n'a pas d'impôt. Alors que si c'était nous-mêmes qui étaient à la base, et bien, on serait un peu peut-être en train de gagner, peut-être un peu. Mais là, on ne gagne rien parce que ce n'est pas nous. Donc nous ne faisons qu'extraire. Mais nous ne faisons pas que nous ne produisons pas. Alors lorsque le président dit aux États-Unis que nous allons produire, nous allons faire des usines et pas la biseau, ça crée des problèmes aux gens. Les gens commencent à se fâcher. Oh non, et on va changer le code minier. Pourquoi ne pas les changer si on estime que c'est mal fait? On ne peut pas bloquer les Américains pour favoriser les Chinois. Je ne vois pas pourquoi. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui, on va bloquer les Américains vont les bloquer et pour donner la possibilité aux Chinois. Non, les Chinois, ce n'est pas... Les Chinois, c'est pas bandundoutin. Les Chinois, c'est pas soyilité. Les Chinois, c'est pas bangalate. Les Chinois, c'est pas loubate. Ça veut dire que les Chinois ne sont pas des Congolais. On ne peut pas nous estimer que Bangoli Fobazoa et pas l'Amérique et pas l'Amérique. Non, parce que et l'Américain et les Chinois, ils sont pareils pour nous. Du point de vue du Congo, par rapport au Congo, ils sont pareils, ils sont tous des étrangers. Donc on ne peut pas favoriser les uns et pas les autres. Non, pas du tout. Alors, donc le débat est à ce niveau-là. Entre M. Yuma et M. Mouchila. Le débat est là. Maintenant, qui a raison, qui a tort? Le président dit ceci. Il dit ceci. Entre 2010, ça c'est le président, hein, entre 2010 à 2014, sur des revenus de près de 48 milliards de dollars. Alors, 48 milliards de dollars. Je rappelle, mesdames et messieurs, c'est de 2010 à 2014. Ça veut dire 4 ans. Dans 4 ans, on a produit 48 milliards de dollars. 4 ans, 48 milliards de dollars. Mais vous savez, le budget annuel de tout le pays, c'est 4 milliards. Ou 5, ou 4 milliards, ou 3 milliards. Et je suis peiné d'entendre certaines personnes qui défendent la thèse de M. Yuma raconter à la télévision, parce que moi, je ne suis pas contre M. Yuma, pas du tout. Je suis justement en train de chercher la lumière. Mais ceux-là qui racontent des choses, j'ai comme l'impression que je ne sais pas ce qu'ils racontent vraiment. Oh non, à l'époque de Kabila, l'agriculture ne fournissait pas, la douane ne rapportait rien, et il n'y avait rien qui rapportait. 0,00 de l'autre côté, ce n'était que les mines qui payaient les enseignants. Que Dieu vous pardonne et que la République vous pardonne vraiment. Il y a des choses pour lesquelles les gens doivent avoir honte de dire ça à la télévision. C'est une profanation. Vous ne pouvez pas raconter ça dans un pays. Comment vous êtes un pays à des potentialités agricoles très avancées? Vous avez pratiquement 80 millions de terres arables et vous osez dire à la télévision que l'agriculture ne paye rien. Est-ce que vous êtes sérieux vraiment? Est-ce que vous êtes sérieux? Est-ce que dans un pays qui a autant de potentialités agricoles, ce pays peut venir dire aux gens que non, on n'a pas pu parce que on ne produisait pas, qu'il n'y avait que les mines qui produisaient? Vous voyez comment, à force de vouloir défendre des mauvaises thèses, de mauvaises causes, vous êtes obligé de mentir. Et non seulement mentir, mais étaler votre ignorance. C'est décevant. C'est décevant quand on a des Congolais qui peuvent gagner 10 francs, 1000 francs, et ils sont là à la télévision pour défendre des thèses bidons, en train de mentir au peuple congolais. Je ne sais pas pour vous gagner combien pour faire ça. Comment faites-vous pour entrer à la maison et dormir, regarder vos enfants à la maison? Et vous arrivez même à donner à vos enfants l'argent de cette façon-là. C'est pas possible. Je crois qu'il faut qu'on se réveille un peu. Il n'est pas question d'être pour, il n'est pas question d'être contre. Ici, il est question de rechercher la vérité et faire parler les faits. Les faits sont là. Le président parle de 48 milliards. 48 milliards. Les investisseurs, donc il dit, entre 2010 à 2014, sur des revenus de près de 48 milliards de dollars, les investisseurs ont engrangé plus de 42 milliards contre 6 milliards seulement. Une question. 6 milliards. Donc, les investisseurs, eux, ont pris 42 milliards. Le Congo, lui, a pris 6 milliards seulement des recettes collectées par les trésors publics congolais. 6 milliards sur 48 milliards de dollars. Vous avez 6 milliards. L'État a 6 milliards de dollars. Encore que l'on sait que les 6 milliards qui rentrent dans le trésor, par le biais de beaucoup d'autres choses, par le biais de beaucoup d'autres moyens,
Cet argent va être coulé en corruption, en gabégie, en détournement, et pour ne rester peut-être que quelques millions seulement dans le trésor. Comment les gens peuvent être à l'aise avec des chiffres comme ça? Ça vient du président de la République. Contredisez-le. Dites qu'il a menti. Dites qu'il a menti, parce que là, je ne parle que du président de la République. Dites qu'il a menti. Alors, quel est ce bon citoyen quand on l'appelle quelque part, on lui dit, mon frère, vos mines, ils ont kende na nenge ya mabe. Mabe mine ni muto sali. Côté wana. Alors, M. Ngoï, je rappelle encore que M. Ngoï Mouchila, il n'est pas parti au procès. Il produit un document, c'est aux Congolais maintenant de débattre sur l'affaire. Le document de M. Youma est une réplique. M. Youma dit que M. Ngoï s'est trompé dans plusieurs choses. Lui, M. Youma, est dans les accusations, on va dire comme ça. Il dit non, M. Ngoï, avant le Kouta, à Kossi, M. Ngoï, avant le Makambo, Zalakate, avant le Makambo, maîtriser terre, avant le Babapechi, chiffre, Zalakate, ainsi de suite. On est bien d'accord. Mais maintenant, qui a tort et qui a raison? Parce que ce sont des choses qu'il faut finalement faire comprendre aux gens. Qui a tort et qui a raison? Est-ce que c'est Youma qui a raison? Est-ce que c'est Ngoï qui a raison? La question doit être faite, la question doit être étudiée, la question doit être élaborée, la question doit être finalement débattue. Pourquoi pas une confrontation comme on avait proposé avec Gabi Kouba et Yves Bouya? Pourquoi il ne faudrait pas que tout ça combatte à la confrontation? J'aurais souhaité que les deux viennent exposer ça en public. Comme ça, Toyo, par rapport à Nani, et Solo, par rapport à Nani, et Zalokuta. Comment voulez-vous que les lots je camine au Yakala? Parce que tu belé va vendre je camine. Et on dit le problème dans le Congo, c'est que les gens oublient le passé. Le Natangu Yakala. À l'époque Yakala, qu'est-ce qui faisait que je camine et fournir énergie? Je camine et fournir maï. Je camine et fournir tranquillité et fournir stabilité dans la province Yakatanga. Qu'est-ce qui faisait ça à l'époque? Des Mobutu, bien sûr. Si on dit bateau va travailler dans Jekamine, il y a Etangu Yakala, ils vont vous dire Jekamine, prenez soin de ses agents. Tout ça qui bien. Bah, on a vu ça maintenant Tang. Na mona kingambo na misu ngai quand ya Jekamine ndenge kufa lelo. À l'époque, bah l'axinga ndenge zalaka. Na moni kangwana ndenge zalaki, na monde komi lelo, je vais me dire mais qu'est-ce qui se passe? Alors qu'est-ce qui s'est réellement passé? Comment voulez-vous que les investisseurs Bangonde va s'en sortir beaucoup plus que l'État lui-même? Nous allons comprendre. Ndengeni ni boki ou comprendre et le modèle wana. Ngai Christian. Nazaka kana question. Mais je peux dire document à monsieur Youma jusque là et convaincre Ngai na noté. Mais dans l'obité que naza contre document a été. Dans l'obité que par rapport il y a accusation. Bah fait documentation oh il a produit na monsieur Ngoï Mouchila ce qu'on a li réplique il y a monsieur Youma j'ai comme l'impression que document à monsieur Youma tisiko et convaincre na nouté. Alors le plus important serait Boé arbitrage et Salima. Nos mines doivent produire na Congolais la richesse nango parce que quand je veux lire ici par exemple un autre document, par exemple, sur ce que monsieur Youma appelle le plan fait, dépassant par sa forme les limites de la bienséance et par son fond d'irrationalité. J'aurais souhaité savoir c'est quoi l'irrationalité en question. J'aurais aimé vraiment savoir qu'est-ce qu'on entend par irrationalité, surtout dans le rapport. Parce que au moins qu'il y a un même par rapport à tout ça dans la généralité. Dans le dossier il y a mine torutika yangote. Donc il y a ti nasuka. Ce document de mine on veut le savoir. Moi maintenant ici je demande à tous ceux qui sont dans les mines, ceux qui boza penza ba congolais. Si vous êtes vraiment des Congolais, ne vous taisez pas. Dites-nous la vérité, qu'est-ce qui ne va pas dans le mine. Je rappelle, demain ou lundi ou mardi, je reviendrai. Nagosala, ba séquence na ba séquence. On a failli qu'à généralité. Nagosala séquence na ba séquence. Ba séquence il y a monsieur Youma, ba séquence il y a monsieur Ngoï Mouchila, donc opposé yango et dans la bino soin, il y a apprécié. Je demande à monsieur Albert Youma, si vous suivez cette vidéo, nous sommes très ouverts pour vous écouter vous. Nous pouvons faire avec vous une émission à l'étranger. Ou on peut venir à Lubumbashi, ou vous pouvez venir à Kinshasa, dans nos plateaux, c'est vous qui voyez. Parce que de la même façon, vous nous accordez des interviews dans l'étranger,
vous pouvez aussi nous accorder, nous, l'interview. Je vous le demande en direct, en tout cas. Parce que ceux qui TV5 a utilisé la même méthode, en vous demandant ça comme ça, vos services vont appeler TV5, et ben, on compte en contact avec TV5, ben, on pas Binokuna, bon, c'est l'émission. Nous faisons la même chose. Si vous voulez qu'on écrive, on va le faire. Pourvu que Tozo, yo moko personnellement, tu opposé au terme, les gens veulent voir clair dans ma campagne. Ah, on a continué à contrater. Na koti na makambo ya infrastructure te, na koti na makambo ya socialité, na koti na makambo ya revenu te, na koti na makambo ya ba usine nanu te. Tout est un aspect moko général. J'aurais souhaité, moi personnellement, vous écouter. Parce que M. Ngoy Mouchila, moi je l'ai écouté. On a pratiquement fait 2 ou 3 heures dans son bureau. Il m'a parlé de ce texte, il m'a montré un autre texte. Je ne prends pas directement fait et cause et pas naïe. Na PC raisonnabilité. Parce que Maramba Lobby, n'a pas fait oyo salema sikoyo et ça ba similitude des amours ebelé. Alors maintenant to lingi que yo siko monsieur Yuma yo peut le ba congolais on peut savoir version na yo ya makam. Parce que c'est important. C'est très important. Na koyamba monsieur Yu monsieur Mouchila na Kinshasa awa. Na koyamba je crois quand il reviendra de l'Accra. Soka oti na Accra aye na koyamba na sengi pe ndenge moko yo pe sala que to yamba yo pe. Soit la vidéoconférence, soit na téléphone. Mais entre-temps, tout Congolais qui connaît les histoires de mines, ce qu'on a dit dossier à Makambu ya M. Yuma, ou a dit dossier à Makambu ya M. Mouchila, autant qu'il y a déjà, peut ça sur point de vue, point de vue d'expert. Ça va être intéressant pour nous. C'en est fini, merci d'avoir été nombreux. Je vous retrouve dans la deuxième partie, qui est la peur qui nos esprits, et que Dieu bénisse les RDC.